Bonjour et bienvenue. Alors je vous avais promis qu'on aborderait et qu'on irait un peu plus loin dans l'adéquation charge-capacité. Il nous restait un élément important à devoir aborder, eh bien c'est la question des temps. Alors remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Nous avons vu la fois dernière ensemble qu'une performance, c'était le rapport qu'il y a entre les sorties et les entrées, et que le manager est bien au service de la performance. C'est bien sa mission numéro 1. Après ça, il peut la pratiquer de plein de façons différentes, je veux dire, mais son objectif à lui, c'est de gérer la performance. Alors ça peut se faire derrière aussi en créant des environnements apaisés, en évitant un stress inutile, en créant de bonnes relations entre les gens, etc., etc. Ça peut être énormément de choses. Mais en même temps, c'est toujours au service de la performance. Et la performance, c'est bien l'écart qu'il y a, enfin c'est bien plutôt le rapport qu'il y a entre ce qui a été produit ou la valeur qui a été produite par rapport à ce que ça m'a coûté à créer cette valeur. Alors, on avait vu ensemble qu'une charge de travail, c'est un volume de travail multiplié par un temps unitaire, c'est-à-dire le temps pour faire une unité de ce volume de travail. Et on avait vu également qu'une charge de travail, c'est le nombre de ressources, c'est le volume de ressources en équivalent temps plein multiplié par le temps d'un équivalent temps plein. Un équivalent temps plein étant probablement à 8 heures par jour. D'accord ? Et ce qu'on avait dit également, et qui est excessivement important, en toute logique, il faut que ma capacité de travail soit supérieure ou égale à ma charge de travail. Alors au plus elle se rapproche de ma charge de travail, au plus je serai rentable, évidemment, puisque je ne vais pas gaspiller de la ressource. Alors, on avait plutôt mentionné le fait, et je ne verrai pas encore les calculs aujourd'hui, que en fait, si j'ai bien une charge de travail à un instant T que je peux calculer assez facilement, ça c'est pas un problème. Les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir le faire doivent être corrigées, donc il me faut un peu plus de ressources que ce qu'il faudrait à 100%. Pourquoi ? Parce que justement, en temps unitaire, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais nous allons utiliser une valeur bien particulière plutôt qu'une autre. Avant de définir quelle est la valeur qu'on va utiliser ensemble, j'ai besoin que nous développions ensemble la compréhension de pourquoi nous allons utiliser telle valeur plutôt qu'une autre, et donc les avantages et désavantages que cela a. Rappelons-nous que dans la vidéo sur le système de management, on avait vu que le cœur de votre système et ce qui est important pour vous, votre moteur de progrès, c'est votre variance, c'est-à-dire l'écart entre ce qui a été effectivement réalisé et ce que vous aviez prévu de faire, et que cette variance, c'est votre potentiel d'évolution. Et le fait de travailler sur ce potentiel d'évolution, c'est ce qui vous permet d'accroître votre performance et de travailler de manière de plus en plus efficace sans nécessairement travailler plus dur. Ce qui a toujours été ma promesse. Ma promesse, c'est de toujours vous permettre d'avoir de bien meilleurs résultats sans nécessairement travailler plus dur. D'accord ? Donc c'est bien ça que nous recherchons ensemble. Alors, nous avions vu donc il y avait une donnée dans ces deux équations, donc dans ces quatre paramètres, le volume de travail, le temps unitaire, le volume de ressources et le temps d'un équivalent temps plein. Il y a une valeur qui n'est pas définie, en tout cas qui n'est pas factuelle sans un minimum de travail. Et puis, les trois autres, elles sont là, elles sont présentes, on les connaît, puisque de toute façon, le volume de travail, il attend au début de mon processus. Je veux dire, si j'ai des troncs à débiter, je peux calculer le nombre de troncs que j'ai à débiter, le nombre de stères de bois que j'ai à débiter. Je peux le calculer de plein de façons différentes, mais je peux en évaluer le volume. Le volume de ressources, il est très évident, il suffit de compter le nombre de personnes qui sont là, et en tout cas le nombre d'équivalents temps plein qui sont là, et puis le temps d'un temps plein, il est contractuel, donc on connaît ça également. Donc la seule donnée qui nous reste à définir aujourd'hui, c'est le temps unitaire. Alors comment définir ce temps unitaire ? Je vais vous le faire un peu comme si vous étiez un consultant, et peut-être d'ailleurs qu'en entreprise, c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi. De toute façon, dans certaines entreprises, il y a des métiers qui sont dédiés à ça, qui ne font que ça. Dans les ateliers de production, par exemple, nous avons les hommes méthodes, c'est le cœur de leur travail, et ils sont invités à faire cela. Donc c'est vrai que dans l'industriel, on connaîtra un petit peu mieux cela. Le problème, c'est que dans les services, les gens n'ont pas le sentiment que ça fonctionne de la même façon. Or, si on veut avoir de la performance, si on veut être rentable, ça fonctionne exactement de la même façon.
tout ce qu'on peut se dire autour n'est que mensonge que l'on se fait à soi-même pour ne pas affronter la situation. Alors peut-être qu'elle n'est pas très, très lisible, ça je peux vous l'accorder, mais ça fonctionne exactement de la même façon et simplement c'est l'habitude de pouvoir travailler ou reconstruire des chiffres. Et ça, c'est une habitude, je trouve, qu'on a beaucoup perdu dans les entreprises, même de façon très simple. Je rencontre quasiment plus personne aujourd'hui dans le management, et en particulier quand je coach les gens, qui soient capables, sur le coin d'un bureau, à remonter des chiffres ou à reconstruire des chiffres pour avoir une notion un peu plus factuelle de ce dont on parle. Donc ça, il y a vraiment un effort à faire par rapport à cela. En management, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres précis. Le seul endroit où on a besoin d'avoir des chiffres précis, c'est en comptabilité, parce que c'est légal et que le but est de payer l'impôt. En management, on a besoin d'avoir des chiffres qui sont globalement justes, même s'ils sont précisément faux. Pourquoi ? Parce que ce chiffre ne sert qu'à une seule chose, c'est prendre une décision. D'accord ? Donc, apprenons à reconstruire des chiffres, et vraiment, c'est une habitude. La chose qui est la plus factuelle, ce sont des chiffres. Je veux dire, il n'y a pas plus fort que ça. Je me rappelle qu'au début de ma carrière, il y avait un Américain qui nous apprenait cela dans le métier. Et puis, c'était l'époque, il y a des gens qui aimaient bien le taquiner par rapport à ça, et qui lui disaient « Oui, mais vas-y, et l'amour alors, comment tu mettrais ça en chiffres ?» Et il disait c'est autant de battements de cœur, c'est autant de pression artérielle, c'est autant de spermatozoïdes, etc., etc., etc. Donc, apprenons à aller rechercher des chiffres tout simplement et à pouvoir les reconstruire de façon à avoir des indicateurs et puis de façon aussi à pouvoir évaluer les choses et comparer et prendre des décisions peut-être beaucoup plus saines. Alors, revenons-en à ce que nous disions et imaginons que nous soyons dans une démarche un peu plus de consultant. Et donc, allons-nous faire ? Nous allons, par rapport à une activité donnée, aller l'observer et la mesurer. D'accord ? On va prendre des chronos, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, selon les pays dans lesquels vous êtes, ne vous aventurez pas nécessairement à prendre des chronos. Dans certains pays, c'est absolument réglementé par la loi. Il y a des gens qui sont formatés pour pouvoir prendre ces chronos sur les chaînes de montage, par exemple. Ce sont des gens qui sont formatés parce qu'ils doivent corriger les temps mesurés par ce qu'on appelle le jugement d'allure. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce qui est par contre important de se souvenir, c'est que dans certains pays, je pense à l'Allemagne, par exemple, de mémoire, on ne peut pas s'aventurer soi-même à commencer à chronométrer si nous ne sommes pas quelque part formés et assermentés, j'ai envie de dire, pour pouvoir le faire. Derrière, on aura des problèmes avec les syndicats, avec la justice, la loi, etc. Mais bon, restons sur les principes et tentons de comprendre. Et puis il y a toujours moyen, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir mesurer les choses de façon à en avoir une vision à peu près correcte. Donc, imaginons que je sois consultant, à la rigueur, je suis assermenté. Je ne vais pas rentrer dans le jugement d'allure parce que ce sera apporter de la complexité par rapport aux explications que je vais apporter, et ce n'est pas nécessairement utile à ce stade-ci. Donc je vais aller donc sur une ligne de production par exemple, et puis je vais observer le travail qui est fait à un poste de travail. Et donc la seule chose qu'on doit m'expliquer, c'est où commence le travail, où est-ce qu'il se termine, et comment est-il censé se dérouler. D'accord ? Et puis moi, je vais observer l'activité en enclenchant mon chrono au moment où la personne démarre et en l'arrêtant au moment où la personne termine. Et je vais faire beaucoup d'observations. Alors je ne vais pas toujours faire des observations sur la même personne, je vais tenter de varier mes observations et par rapport à un même travail, l'observer sur différents opérateurs. Puis au bout du compte, je vais avoir probablement si je rapporte tous ces temps sur une échelle de temps, j'aurai quelque chose qui ressemblera à ça. Alors volontairement ici, je n'ai pas mis des chiffres, mais imaginez que chaque trait qui est là correspond donc à un temps, en partant de la gauche les temps les plus rapides, vers la droite les temps les plus lents, ou les plus longs, d'accord ? Et donc, j'ai un certain nombre de personnes qui font leur activité à ces différentes intensités. Alors, quel temps choisir ? Vous allez me dire, voilà, moi j'en ai peut-être une quinzaine, une vingtaine là, alors si on veut travailler sur la loi des grands nombres, statistiquement, il faut un minimum de 20 mesures, de 20 mesures valables en tout cas. Et donc la question qui se pose, c'est quel temps de référence choisir, d'accord ? Alors, on a besoin d'introduire ici une définition, et la définition, c'est la définition de ce qu'on appelle la meilleure performance démontrée. Dans d'autres jargons, ça s'appelle également des normes ou des temps standards, c'est différentes appellations.
La meilleure performance démontrée, c'est quoi? Alors je vous la lis de façon à être conforme à ce que j'ai écrit. C'est un temps reproductible, donc ça ne se passe pas qu'une seule fois, la personne peut refaire l'activité dans ce même temps. C'est un temps reproductible minimum nécessaire à réaliser une fois l'activité en respectant les procédures. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit vraiment de les faire comme c'est prévu de le faire, en travaillant selon les règles de l'art et en produisant le résultat espéré, c'est-à-dire à la fois en quantité et en qualité. Et donc quand l'activité s'est excessivement bien passée, qu'elle a tout respecté, eh bien, ce temps reproductible, on considère que c'est la meilleure performance démontrée. En anglais, la BDP, la Best Demonstrated Performance. Parfois, vous l'entendrez de cette façon-là. Alors, si je reprends ma ligne de temps avec les différentes mesures que j'ai pu faire, à titre d'exemple ici, la première mesure n'est pas une mesure valable. C'est peut-être la plus rapide, mais par exemple la procédure n'a pas été respectée correctement, ou la qualité n'était pas au rendez-vous, ou la quantité n'y était pas. Bref, ce n'est pas une mesure que je peux conserver. Par contre, la deuxième, dans mon exemple, et j'ai juste fait ça pour ne pas multiplier le nombre de mesures non adéquates, dans mon exemple ici, par contre la deuxième est une mesure qui a été reproduite à plusieurs reprises, et donc la même personne ou différentes personnes ont pu faire le travail en ce temps-là, en respectant tout, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle la meilleure performance démontrée. Alors, à ce stade-ci, ça ne répond toujours pas à la question de savoir, si vous deviez choisir un temps pour pouvoir gérer vos opérations correctement et conduire votre périmètre, quel temps prendriez-vous? Quel temps choisiriez-vous? Alors, la plupart du temps, quand je suis en séminaire et que je pose la question, la réponse qui m'est donnée, c'est la moyenne, parfois la médiane. Et donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. Alors pourquoi pas, je veux dire, ça peut paraître assez logique, mais dans la dynamique humaine, ça ne l'est pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si je prends ce temps-là, eh bien, tous ceux qui vont plus vite vont venir se remettre sur la moyenne, et par contre, tous ceux qui ne sont pas capables encore de travailler à cette moyenne, ils ne savent pas y recoller. Et donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Au bout du compte, ça va dégrader ma performance. D'accord? Et donc ma moyenne va chuter et va tomber. Et si je prends à nouveau cette moyenne, les gens vont à nouveau recoller à cette moyenne et je ne vais faire que dégrader le temps. Et puis à l'extrême, finalement, nous travaillerons tous à la vitesse du plus lent, ce qui n'a aucun sens, puisque finalement, je m'assois sur un énorme potentiel, puisque j'ai des gens qui sont franchement capables d'aller plus vite. Maintenant, on pourrait aussi réfléchir à l'inverse. Si j'ai des gens qui sont capables de faire des choses dans une certaine intensité, à une certaine vitesse, finalement, pourquoi est-ce que je conserve des gens qui travaillent significativement plus lentement? Autant m'en débarrasser, aller chercher sur le marché des gens qui sont capables de travailler à cette intensité-là s'ils me coûtent la même chose. Donc économiquement parlant, alors ça paraît très abject, mais économiquement parlant, il n'y a aucune raison de conserver des ressources qui sont moins performantes, surtout si sur le marché, je peux retrouver des ressources qui travaillent à ce même niveau d'intensité. Alors, comme nous ne sommes pas des gens épouvantables, transformons cette pensée en une pensée peut-être plus constructive. Il est toujours question, évidemment, que tout le monde puisse travailler à la meilleure performance démontrée, mais en même temps, l'idée, c'est de former ces gens et de les tirer vers le haut de façon à ce qu'ils puissent venir recoller au peloton de tête et améliorer leur performance. Et c'est ainsi qu'on va avoir, finalement, de bien meilleures performances dans l'entreprise et on produira plus sans nécessairement travailler plus dur. Parce que la performance n'est pas toujours attachée non plus, je veux dire, à une intensité de travail qui est insupportable. En fait, il y a parfois des gens qui travaillent plus lentement. En fait, en termes d'intensité de travail, c'est exactement la même que celle de la personne qui est à la meilleure performance démontrée. Simplement, il y a du retravail, il y a des hésitations, il tente de faire les choses deux fois, il veut mettre un écrou, ça lui échappe de la main, il doit le reprendre, il doit recommencer. Donc, c'est tout ça aussi à un moment donné. Donc c'est pas une question de, à un moment donné, vouloir travailler moins dur. À la rigueur, la personne qui est en mauvaise performance travaille peut-être plus dur que la personne qui est dans la bonne performance. Donc tout ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir accompagner les personnes pour recoller au peloton de tête, finalement, est la bonne chose à faire. Alors, il y aura toujours des gens qui n'y arriveront pas, et pour ceux qui, de manière significative, n'y sont pas, on va devoir se poser la question, est-ce que c'est la bonne personne par rapport au bon poste? Certes, la personne n'est pas déméritante, mais ce n'est pas elle non plus
qui est la personne appropriée par rapport à cette fonction-là ou ce poste-là. Et là, il y aura des questions à se poser, des arbitrages à faire, parce que de toute façon, si cela impacte la performance, ça impacte tout le monde, et donc ça impacte également la capacité aux gens de pouvoir avoir encore un emploi demain, parce que l'entreprise est toujours profitable, etc. Donc il y a plein de... Comme je le dis souvent, mais ça c'est dans des capsules de management, il y a beaucoup de droits moraux auxquels le management et l'entreprise doivent répondre par rapport à ses salariés. Ils n'ont jamais été écrits nulle part, mais tout le monde en a bien conscience. Et le fait déjà de pouvoir conserver son travail, de pouvoir, si on est méritant, continuer à progresser dans l'organisation quand l'occasion se présente et que j'en ai les compétences, le fait qu'on exerce la justice à mon bénéfice, puisque je ne peux pas me défendre moi-même. Donc il y a plein de choses qui sont là, qui sont des droits que les collaborateurs ont sur leur management et sur l'entreprise. On ne les a jamais formalisés, mais pourtant ils sont là. Et ça fait partie de ces droits-là. Alors, si j'ai un temps infini, je pourrais toujours former une personne à un moment donné, probablement qu'elle deviendra performante. Le problème, c'est qu'en entreprise, on n'a pas un temps infini. Donc, une formation et une montée en compétences se fait dans des temps économiques acceptables. On va se donner par exemple 3 mois ou 6 mois pour quelque chose. Au bout de 6 mois, on aura des étapes intermédiaires qui nous aident à garder le cap évidemment, mais au bout de 6 mois, on évaluera. Est-ce que de manière significative, je dis bien de manière significative, la personne est au rendez-vous ou pas ? Si la personne n'est pas au rendez-vous, par exemple, elle n'est qu'à 50% de ce qu'on attendait, c'est peut-être pas la bonne personne pour la bonne chose. Elle n'est peut-être pas déméritante, elle a peut-être véritablement fait ses efforts, mais c'est pas son poste, elle n'est pas fait pour ça. D'accord ? Alors peut-être qu'il y aura autre chose à lui offrir dans l'entreprise, ou va-t-on devoir la rendre au marché du travail et elle ira participer à un projet dans lequel elle sera plus performante. Évidemment, s'il manque un tout petit quelque chose, ça c'est autre chose, c'est pas une science exacte. Il faudra peut-être 2 semaines en plus, mais dans 2 semaines, on sait qu'on on sera au rendez-vous des choses, et donc on peut très bien vivre avec ça. Là n'est pas le problème. Donc c'est vraiment une question d'appréciation. Mais si de manière vraiment significative, il manque un bon tiers ou une moitié, peut-être que c'est pas la bonne personne pour ce poste-là, et ça fait partie des responsabilités du manager de prendre ce genre de décisions. Ce sont des décisions difficiles à prendre, mais en même temps, mon personnel attend que je prenne ce genre de décision également. Évidemment, il va me laisser croire qu'il n'est pas content de ces décisions-là, parce que lui-même a peur que ça puisse lui arriver un jour, mais d'un autre côté, ça le protège et à un certain niveau, il est content que quelqu'un prenne ces décisions. Alors revenons-en à ce qu'on disait là tout de suite. Je peux dégrader ma performance. Si je me mets à la moyenne ou à la médiane, les gens qui font mieux vont recoller à la moyenne, et donc, comme ceux qui ne font pas mieux ne peuvent pas recoller à la moyenne générale va baisser. Donc, que faire ? Et quel temps choisir et comment s'en sortir ? Eh bien, on va aller se positionner justement sur la meilleure performance démontrée. Alors, petite remarque sur la meilleure performance démontrée. La meilleure performance démontrée est ce temps dont on a parlé tout à l'heure, toutes choses restant égales par ailleurs. C'est-à-dire que les procédures restent les mêmes, les outils restent les mêmes, les matières premières restent les mêmes, etc. À partir du moment où quelque chose change, ce temps de référence va devoir être calculé, puisqu'en fait, il suffit que le processus ait changé pour que le temps de processus, évidemment, change également. Donc, toutes choses restant égales par ailleurs, allons nous mettre sur la meilleure performance démontrée. Et là, vous allez me dire, mais bon, Philippe, tu es complètement fou. Tu nous disais tout à l'heure que si on se mettait sur la moyenne, tout le monde allait recoller à la moyenne, mais que ceux qui font moins bien, ne collant pas à la moyenne, ça allait dégrader les choses. Ici, à part celui qui est plus performant, personne n'atteint la moyenne, n'atteint le temps de référence. Il n'y a vraiment que celui qui est le plus rapide, les autres sont plus lents. Et justement, c'est ça tout l'art, c'est ça l'astuce, et c'est là où ça relie ce concept au concept de variance. Je vous avais dit que la variance, c'est votre potentiel d'évolution, c'est bien l'écart entre ce qui avait été planifié et ce qui a été effectivement réalisé, et cet écart, c'est votre potentiel d'évolution. Et c'est exactement ça. Nous avons calculé la charge de travail en fonction de la meilleure performance démontrée, donc on attend telle performance, et en fait, quand on l'a pratiqué, on a eu une performance dégradée, puisqu'il y a toute une série de personnes qui ne sont évidemment pas à la meilleure performance démontrée, et donc j'ai un gap entre les deux. Ce gap, c'est bien mon potentiel d'évolution, c'est bien là-dessus que je dois travailler. Alors, à nouveau,
Je ne parle pas de culpabilité. À nouveau, ça peut être des montées en compétences qui sont à faire, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Des coordinations qui sont mal travaillées ou sur lesquelles les gens n'ont pas suffisamment encore d'expérience. Ça peut être des problèmes liés à de la qualité. Ça peut être plein de choses. Mais il y a bien des choses que je ne maîtrise pas et qu'il s'agit de maîtriser de façon à recoller finalement à la meilleure performance démontrée. Donc, travailler à la meilleure performance démontrée, c'est une bonne chose. Maintenant, il reste un problème. Parce que si je manage mes gens à la meilleure performance démontrée, qu'on peut appeler une norme de management, si je calcule ma planification, c'est-à-dire si j'engage mon périmètre à produire des choses pour une certaine échéance, si je calcule mon échéance en fonction de ma norme de management, je vais toujours livrer en retard. Parce que, évidemment, il y a ce gap, et à chaque fois, donc moi je suis sur un idéal qui est accessible ou quasiment inaccessible, comprenons ce que je veux dire par là, mais en même temps, les gens ils sont là, et donc ce gap fait que j'aurai toujours besoin de plus de temps que ce qui était prévu pour faire les choses, et donc je serai toujours en retard dans mes livraisons. Et ça, je ne peux pas me le permettre, parce que, je veux dire, mes collègues dans les autres périmètres, sont amenés eux-mêmes à devoir planifier les choses, prévoir des ressources pour prendre le travail en main dès qu'il est fini chez moi. Et si systématiquement je rends les choses en retard, ils se retrouvent en absolu avec des ressources qui n'ont rien à faire. Et donc ils gaspillent ces ressources. Une fois que ces ressources sont gaspillées, ils ne peuvent plus les récupérer pour faire autre chose. Et donc c'est du temps qui est définitivement perdu. Et ce temps cette capacité de travail qui aura été gaspillée, qui est nécessaire, on va devoir aller la racheter sur le marché d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers des heures supplémentaires ou que ce soit à travers de nouvelles ressources pour pouvoir combler cela. Donc, d'où l'importance de la coordination, mais aussi de livrer à temps. Et donc, je vais bien avoir une norme de management qui est celle autour de laquelle je vais gérer mes équipes de façon à les challenger et les tirer vers la meilleure performance démontrée et agir avec eux également, faire tout ce qui a besoin d'être fait pour pouvoir les accompagner vers ça, dont les montées en compétences. Par contre, au niveau de ma planification, j'aurai ce que je vais appeler ici une norme d'engagement qui sera plutôt sur ma moyenne et qui va me permettre de pouvoir dire, avec les équipes telles que je les ai aujourd'hui, quand est-ce que je peux légitimement prétendre livrer les choses, de façon à pouvoir être beaucoup plus en phase et beaucoup plus dans la réalité des temps qui sont effectivement réalisés chez moi, et de façon à pouvoir faire fonctionner correctement, évidemment, les flux dans l'entreprise. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à dire au niveau de la meilleure performance démontrée. Donc pour rappel, la meilleure performance démontrée, c'est bien le temps qui est le temps minimal requis pour faire une fois l'activité en respectant les procédures, les règles de l'art et en délivrant en quantité et en qualité le résultat espéré. Et ce temps est reproductible. Donc l'important, c'est de pouvoir se mettre sur cette meilleure performance démontrée. Évidemment, cette performance est une performance idéale. Ma performance sera probablement dégradée par rapport à cela. L'écart qu'il y a, donc cette dégradation, c'est quoi? Donc cet écart qu'il y a entre ce qui a été réalisé et ce qui a été ce qui avait été planifié, c'est bien mon potentiel d'évolution. Et on comprend pourquoi, finalement, l'adéquation charge-capacité, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, est au cœur de votre système de management. Tout votre système de management est au service de deux données, et donc tout le management est au service de deux données, des volumes et des temps. Parce que c'est ça qui permet de pouvoir atteindre la performance. La performance n'est jamais qu'un constat, c'est une conséquence. Comme je le dis toujours, je ne peux pas gérer une conséquence, mais je peux gérer ce qui permet cette conséquence. Et ce qui permet cette conséquence, entre autres, c'est cette adéquation charge-capacité, en tout cas en termes de système de management, d'indicateurs et de conduite. Après ça, il y a plein d'actions évidemment beaucoup plus concrètes que cela inspire derrière. Mais au moins, j'ai toujours devant les yeux ce potentiel que je suis amené à devoir travailler. D'ailleurs, dans certaines entreprises, il arrive que ce potentiel d'évolution soit l'objectif annuel donné dans le cadre des évaluations de fin d'année à un manager ou à un superviseur en disant voilà, pour l'instant ton potentiel d'évolution
et celui-là, toute chose étant égale par ailleurs, donc on ne commence pas à lui rajouter de jeunes ressources alors que des ressources expérimentées seraient réparties. Donc toute chose étant égale par ailleurs, voilà ton niveau de performance et nous t'attendons à ce niveau de performance d'ici 12 mois. D'accord? Et on va voir et on va l'accompagner et mesurer à travers l'année pour voir si les choses évoluent favorablement. Je veux dire, c'est un indicateur comme un autre et qui me paraît très pertinent. Voilà ce que je voulais vous dire sur la meilleure performance démontrée. Maintenant que vous avez ça, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau de l'adéquation charge-capacité. Il restera, mais pour ça il y a les cours si vous voulez, il y a les formations que nous donnons, il restera après ça à passer de ce que j'ai besoin effectivement sur mon processus de travail, d'accord, et encore même ça a besoin d'être corrigé, à qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter sur le marché comme ressource pour pouvoir garantir la production de tout ce que j'envisage de produire durant l'année. Et ça vient bien du déroulement d'objectifs dont on avait parlé quand on avait vu la boucle du management, où on part de la vision du chef d'entreprise pour passer sur une vision à l'année au niveau du middle management et arriver sur des objectifs quotidiens ou hebdomadaires au niveau des opérations. D'accord ? Donc c'est ce fameux déroulement d'objectifs. Donc tout ça est très cohérent et vous avez à peu près vu tout ce qu'il fallait. Donc en partant de la vision du chef d'entreprise, on voit très bien ce qui a besoin d'être produit compte tenu des différentes options stratégiques qui ont été choisies. On voit bien ce qui a besoin d'être produit. Par rapport à ce qui a besoin d'être produit, on voit très bien quels sont les efforts nécessaires et les ressources dont on aurait besoin pour pouvoir le faire. Après ça, ça a besoin d'être corrigé parce qu'il y a des improductivités qui sont là et qu'on va devoir couvrir également. Donc ça, il y a quelques calculs à faire qui sont assez simples en fait. Ce sont des additions, ce sont des opérations de base, mais en même temps, il faut comprendre ça aussi et ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que l'on abordera à ce moment-là, mais il sera encore le temps de le découvrir quand je posterai la vidéo dans quelques jours, quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, beaucoup de bonheur à vous. Grande réussite dans vos carrières professionnelles et à très très bientôt.